Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session sur Culture Flow, un nouveau rythme pour les organisations agiles, qui va se pencher sur les conditions nécessaires au changement pour que les individus, les équipes, les organisations s'adaptent et évoluent dans leur manière de travailler, toujours dans cette recherche de fluidité. Pour situer cette thématique, on va se trouver dans la seconde partie de Culture Flow qui aborde les principes et pratiques à adapter au contexte et qui succède aux principes et pratiques ce qu'on appelle no-brainer, c'est-à-dire pouvant être appliqués tels quels et permettant de poser les bases techniques, organisationnelles, culturelles à la mise en place du flow. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente, je suis Mathieu Laurent, artisan du code chez Octo Technologies, et j'ai participé avec toutes les personnes présentes sur ce slide à la conception du livre blanc Culture Flow. Si vous avez des questions, des remarques, des interrogations, ou juste envie d'échanger, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail cultureflow@octo.com, nous ferons un plaisir de vous répondre. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'un individu, une équipe, une organisation a une manière de penser, de travailler, de fonctionner, a ses habitudes, ses automatismes qui soient implicites ou explicites et qui constituent en quelque sorte sa culture, ou encore sa normalité. Et cette normalité, cette culture va devoir devenir malléable. Sans ça, le risque est que les décisions, les changements ne perdurent pas dans le temps, que les gens n'osent pas, se protègent, ou qu'on soit amené à faire des transformations tous les 4 matins. Alors que ce serait plus simple si notre organisation pouvait évoluer d'elle-même, permettre de prendre des décisions de groupe, ou encore d'apprendre des nouveaux gestes ensemble. Et donc pour en arriver là, il va falloir mettre en place un ensemble de pratiques, ici les conditions nécessaires, qui vont permettre à ce que ces changements d'habitude deviennent pérennes, et je dirais même plus, deviennent la nouvelle normalité. Sans ça, tout ce que nous entreprendrons ne tiendra pas dans le temps. Nous aurons tendance à soit à revenir à notre point de départ, soit à dégrader les pratiques et habitudes pour un résultat pouvant être potentiellement moins bon que la solution initiale. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que toute pratique, toute manière de faire nouvelle nécessite du temps d'adaptation afin que ça devienne une habitude. Des études menées ont montré que le temps nécessaire pour changer une habitude varie de 18 jours à peu près 254 jours, pour une moyenne de 2 mois, ce qui fait quand même beaucoup. Il est donc nécessaire de ne pas se précipiter, d'accepter que cela puisse prendre du temps, d'autant plus que la nouvelle pratique ou habitude que l'on souhaite essayer ne va pas marcher telle qu'elle et devoir potentiellement être adaptée. Donc ces conditions nécessaires au changement vont se regrouper autour de plusieurs axes, comme le climat dans lequel les individus et les équipes évoluent, les interactions, le partage et le travail ensemble, la création de relais dans l'organisation ou encore l'intégration de nouvelles personnes. Et dans la suite de cette présentation, nous allons rentrer plus en détail dans certains d'entre eux. Une première condition nécessaire va être la présence d'un environnement propice à l'expression, à la prise d'initiative et au changement via lequel un climat de confiance va s'instaurer et rendre possible la prise de risque nécessaire à une organisation afin de se tester, d'évoluer par petits pas, de construire sur ses réussites mais aussi et surtout de ses échecs. Nous devons être en mesure de nous exprimer librement sans crainte de reproches ou de représailles, d'accepter l'erreur, ce qui permet de libérer les individus et les équipes et donc de proposer des choses, d'innover. Se tromper n'est pas un problème à partir du moment où, bien sûr, le risque reste maîtrisé, mais surtout où nous sommes capables de rapidement nous en rendre compte et de prendre des décisions suffisamment tôt pour que l'impact soit minimisé, soit maîtrisé. Parmi les caractéristiques d'un tel environnement de confiance, nous allons retrouver l'acceptation de la différence, la vision de l'échec comme un apprentissage et non une faute ou une erreur, le pouvoir d'être soi-même ou encore l'écoute de toutes les voies du système. Donc ça, ce sont des caractéristiques plus globales, j'ai envie de dire. Et il y en a certaines, comme l'Egoless Programming, qui sont plus spécifiques au développement logiciel. L'Egoless Programming propose un ensemble de 10 commandements, 10 règles à suivre, afin de réussir à prendre du recul vis-à-vis de ce que l'on programme. La programmation est à la fois un travail de création, et comme tout travail de création, on va avoir tendance à se projeter fortement dans le code que l'on produit. Mais c'est aussi un travail d'équipe, et il faut savoir prendre du recul vis-à-vis de sa création personnelle et se mettre au service du groupe, afin d'en sortir les meilleures solutions. Et donc la présence ou non de ces éléments, de cet environnement va conditionner les capacités d'apprentissage d'une équipe et donc d'évolution et de changement. Un environnement sans sécurité psychologique va bouger difficilement. Et au contraire, un environnement proposant un climat de confiance et de sécurité psychologique va avoir cette capacité de prise de risque, d'innovation et donc d'être vivant. Voire potentiellement trop vivant pour certains. Ce n'est pas évident, facile non plus de voir les choses évoluer rapidement autour de soi, d'être confronté à beaucoup d'idées, de propositions. Ça va bousculer, ça perturbe. Mais c'est nécessaire et c'est pour ça que nous citons comme acteurs principaux les managers, ils doivent vraiment accompagner dans cette transition.
Donc tout ça va nous permettre de créer un sentiment d'appartenance à un groupe où toutes les sensibilités peuvent s'exprimer et apporter leur pierre à l'édifice. Mais ça ne veut pas dire que l'on va être efficace dans la prise de décision. Et c'est là que vont intervenir les protocoles de communication adaptés qui vont permettre d'améliorer les interactions, d'accélérer les décisions et d'en améliorer la qualité. Il ne faut pas que la libération créée par la mise en place d'un climat de confiance dans lequel les gens vont pouvoir s'exprimer sereinement ait l'effet inverse à ce que l'on souhaite et au final fige le système. Parce que l'on va faire face à beaucoup plus de discussions, de débats, d'idées ou de solutions possibles qui vont complexifier les interactions. Et donc face à ça, il existe des protocoles qui vont cadrer, aider à s'en sortir devant cette multiplication de flux d'informations. On peut citer dans un premier temps les core protocols, qui sont un ensemble de pratiques de communication qui vont aider à fluidifier les échanges, la prise de décision entre plusieurs acteurs. Il y a par exemple le PASS qui permet de décliner la participation à une activité. Le Decider pour aider à la prise de décision rapide. Le Investigate qui explique comment questionner plus efficacement quand on est face à une situation que l'on doit creuser pour mieux la comprendre et l'appréhender. Ou encore le Ask for Help qui formalise une manière de demander de l'aide claire et efficace. On pourrait aussi citer la CNV, qui est un processus de communication basé sur l'empathie et qui va permettre de prendre du recul vis-à-vis d'une situation impliquant plusieurs individus afin d'en prendre pleinement conscience, de l'éclaircir, de l'exprimer différemment et de faciliter la prise de décision. Un exemple typique est le débat où, au bout d'un moment, les esprits s'échauffent et des paroles peuvent devenir un peu plus virulentes. On va potentiellement se sentir mal, agressé, pas écouté, et répondre de manière tout aussi virulente, ce qui ne va pas aider à la situation. En CNV, on va prendre du recul, et on va essayer de se résumer ce qui se passe en partant de l'observation, et en y découlant les sentiments que ça a provoqué chez nous, les besoins qui n'ont pas été satisfaits pour terminer sur une éventuelle demande. Et cette manière d'appréhender les choses, d'appréhender les situations, ça va aider à désamorcer pas mal de situations et d'améliorer les relations globalement. Enfin, et on terminera là-dessus, concernant les protocoles de communication, il y a les types de prise de décision. On pourrait citer le consensus, où on va chercher à avoir une solution qui satisfasse tout le monde, que le résultat soit acceptable. La majorité, où on va chercher à avoir la majorité en accord avec la décision. Il n'y a pas forcément de recherche de solution idéale dans la majorité, mais on veut que le maximum de personnes présentes soient d'accord. Il y a ensuite le consentement. Dans ce cas-là, personne ne dit non, contrairement au consensus où tout le monde dit oui. C'est un peu un intermédiaire entre le consensus et la majorité. La majorité, potentiellement, il y a des personnes qui vont un peu rester sans chaos parce qu'on cherche à avoir le oui de la majorité des personnes, mais celles qui ne sont pas d'accord, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave. Le consensus, on va essayer de chercher le oui de tout le monde. Et le consentement, où on va laisser une porte de sortie aux personnes qui ne sont pas forcément d'accord. On va essayer de trouver, de travailler sur le résultat, mais on ne va pas forcément vouloir chercher à ce que tout le monde dise oui, on va chercher à ce qu'il n'y ait plus de personnes qui n'aient rien à dire de bloquant par rapport à la décision qu'on veut prendre. Et enfin, il y a le consensus systémique, c'est quand on fait face à un choix à faire entre plusieurs décisions et qu'on doit essayer de voter, de sélectionner ces différentes décisions. Donc en mettant en place ces différents protocoles de communication qui ne sont pas les seuls, on va tendre à obtenir des interactions plus saines et efficaces, et des décisions plus rapides et de meilleure qualité. Ce qui est encore plus nécessaire suite à la mise en place d'un environnement de confiance où la communication va se débrider. On vient donc de parler de confiance, qui permet notamment la prise de risque, de protocoles de communication qui aident à l'amélioration des interactions et des décisions. On va maintenant passer à une autre condition nécessaire à l'instauration de changements pérennes, c'est le partage d'automatismes et le perfectionnement du geste. Que ce soit pour asseoir une culture, notamment suite à des changements, que ce soit pour faire évoluer cette culture dans cette recherche de toujours plus de fluidité, que ce soit pour la montée en compétences, soit globale à l'organisation, soit pour l'onboarding de nouvelles personnes, et pour les aider à s'imprégner de leur nouvel environnement. Nous avons besoin de partager et de nous améliorer ensemble pour que l'organisation progresse. Pour illustrer ces propos et la thématique abordée dans ce slide, nous allons prendre comme exemple le pair programming et le mob programming qui sont des pratiques qui aident à la création d'automatismes communs, en plus des autres bénéfices connus tels que la diminution du nombre de défauts dans le code écrit ou la production de solutions plus optimisées car la combinaison de deux savoir-faire. Donc le pair programming consiste à réfléchir et à écrire du code à deux développeurs face à un seul écran et avec un seul clavier. Cette condition de travail qui va mettre côte à côte deux individus avec potentiellement des habitudes, des automatismes différents ou de maturité différentes, va créer de la discussion autour de ces différences.
Et ces discussions, placées dans un environnement présentant les caractéristiques évoquées précédemment, donc climat de confiance où on peut partager, s'exprimer sans crainte, avec des protocoles de communication qui améliorent les interactions et les décisions, et dans un contexte de cas réel, vont permettre le partage et l'amélioration, le perfectionnement du geste. Prenons un exemple, mon équipe veut améliorer la qualité du code produit et pour ce faire décide de se mettre au test driven development. Dans mon équipe, certaines personnes sont habituées à cette pratique et d'autres un petit peu moins. Développer des fonctionnalités en test driven development et en pair programming en mixant sachant et personnes un peu plus débutantes va aider à la montée en compétence sur le test driven development de ces personnes un peu plus débutantes. Et ça peut être aussi utile pour, comme on le disait un peu plus tôt, une nouvelle personne arrivant dans l'équipe et qui doit appréhender les habitudes de cette nouvelle équipe. Et on parle de TDD, mais ça peut très bien s'appliquer à d'autres choses comme l'optimisation de l'utilisation de son environnement de développement intégré, comme les raccourcis clavier d'IntelliJ de VS Code qui aident à être plus productif. Ça peut aussi s'appliquer à la manière dont on aborde les problèmes, à la manière dont on résout ces problèmes, ou encore à l'application de différents patterns d'architecture en fonction des problématiques que l'on rencontre. Et là, on parle de code, mais on peut aussi appliquer ça à d'autres domaines, comme le product ownership. On pourrait très bien imaginer de faire des séances de pair backlog grooming, de pair interview d'utilisateurs pour que les PO partagent, s'améliorent. Et on pourrait aussi imaginer ça hors IT. Donc, on pourrait penser au RH, qui pourrait faire du pair chasse ou des pairs entretien. Une autre pratique qui amène au même bénéfice est le mob programming. Cette fois-ci, ce ne sont pas deux développeurs qui vont travailler ensemble, mais plutôt 3, 4, potentiellement 10, même si à 10 ça commence à faire beaucoup, et qui vont se regrouper dans le but d'écrire du code dans le cadre du développement d'une nouvelle fonctionnalité, de la correction d'un bug, ou dans le déroulé d'un exercice d'apprentissage de développement qu'on appelle autrement kata. Ce qui fait la force, mais aussi la difficulté du mob programming, c'est le nombre de personnes qui vont y participer, car amenant potentiellement tout autant de différentes manières de faire. Plus les participants auront des différences d'automatisme, d'habitude, plus les sessions risquent d'engendrer beaucoup de discussions sur ces automatismes. Et c'est sur ce point que nous voulons mettre en exergue le mob programming, qui va être l'un des moyens les plus efficaces pour expérimenter de nouvelles façons de travailler, donc TDD, comme on citait plus haut, changement d'architecture logicielle. On ne va pas forcément être là pour produire vraiment de la feature, mais on va plus être là pour essayer des choses ensemble, pour progresser ensemble. Ça va aussi servir à partager, à diffuser à l'équipe des connaissances acquises lors de plusieurs sessions, que ce soit suite à des formations, suite à des lectures d'articles individuels, où on va essayer de partager ces connaissances acquises avec toute l'équipe. Et enfin, ça peut aider à faire émerger des standards dans une équipe qui vient de se former, donc une équipe qui peut avoir beaucoup de différences d'automatisme, ou si l'équipe est déjà en place, a déjà l'habitude, ça peut être un moyen aussi, régulièrement ou de temps en temps, de réaligner ces standards quand l'équipe est déjà formée. Au passage, toujours dans ce cadre de partage d'automatisme, de méthode de travail, de perfectionnement du geste, on pourrait citer la revue de code. Mais elle reste vraiment limitée comparée au pair programming, au mob programming, alors pas forcément limitée, mais un petit peu moins efficace, car elle intervient un peu plus tard dans le cycle de développement, un petit peu après la gare, j'ai envie de dire, et bien souvent de manière asynchrone, donc avec un petit peu moins d'efficacité. Pour résumer ce que nous venons de voir, dans la mise en place du flow, il y a des pratiques que l'on peut appliquer telles quelles, et d'autres qu'il va falloir adapter au contexte. Une pratique qui marche dans une organisation voisine ne va pas forcément fonctionner chez moi, ou tout du moins pas telle quelle. Ici, nous allons parler des conditions nécessaires qui permettent que le changement s'inscrive de manière durable. Nous avons donc vu la mise en place d'un climat de confiance au sein d'un environnement propice à la prise d'initiative et au changement, l'utilisation de protocoles de communication facilitant les interactions et les prises de décision, et enfin le partage des automatismes, le perfectionnement du geste via le pair et le mob programming. Tout ça pour faire en sorte que le changement devienne une habitude et qu'il se fasse de manière organique. Pour aller plus loin, et si ce n'est déjà fait, vous pouvez retrouver en vidéo les autres principes à adopter et adapter de Cultureflow, ou alors récupérer le livre blanc disponible en téléchargement sur le blog d'Octo. D'ailleurs, ce livre blanc, ce n'est pas le seul qu'Octo Technologies a réalisé. Il y en a d'autres comme Culture Code, Culture DevOps, Culture Change, qui formalisent notre expertise, notre savoir-faire sur différents sujets de notre industrie IT. Et pour rappel, si vous avez des questions, des remarques ou juste des envies d'échanger, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail cultureflow@octo.com et nous ferons un plaisir de vous écouter. Merci à vous pour cette écoute et à bientôt.